Et si notre visage, s'il était une sorte de carte ouverte? Une carte qui pourrait révéler notre caractère et qui sait, peut-être même notre destinée? C'est une idée qui a fasciné les gens depuis des siècles, vraiment. Et aujourd'hui, on va plonger dans une tradition ancienne, une tradition hyper détaillée, l'art chinois de la lecture du visage. Alors la question qu'on va se poser est assez simple mais intrigante. Est-ce que la forme d'une bouche peut vraiment nous en dire long sur l'ambition de quelqu'un, sur sa sensualité? C'est ce qu'on va essayer de découvrir en explorant cet art fascinant. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord se demander si un visage peut vraiment tracer une destinée. Puis on verra les bases, ce qui fait un bon visage selon cette tradition. Ensuite on se concentrera sur la bouche. On combinera tout ça pour dresser des profils. Et on terminera avec une grande question, notre visage, c'est une carte ou c'est un miroir? Allez, on attaque la première partie, un visage, une destinée. On va parler de l'art ancien du Mianxiang. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? D'où ça vient? On va voir que c'est bien plus qu'une simple superstition, c'est un véritable système d'observation qui a des milliers d'années. Le Mianxiang, en fait, c'est l'art de lire les traits du visage pour comprendre le caractère d'une personne, sa destinée, son potentiel. C'est un peu comme le Feng Shui, si on veut, mais pour le visage. L'idée, ce n'est pas du tout de juger, mais plutôt d'essayer de comprendre les tendances, l'énergie, le potentiel, juste en regardant la structure du visage. Et cet art, il ne date pas d'hier, loin de là. On parle d'origine qui remonte à la Chine mythique. En Chine impériale, c'était même un outil très sérieux. Les conseillers l'utilisaient pour choisir les fonctionnaires. Il y a une anecdote sympa qui dit qu'on pouvait mentir sur sa date de naissance, mais changer son visage, c'était une autre paire de manches. Et ce n'est pas qu'en Chine d'ailleurs. Même en Grèce antique, Hippocrate enseignait comment reconnaître les ennemis à leur visage. Ok, alors il faut savoir qu'il y a deux grandes approches. D'un côté, on a l'analyse statique. Là, on regarde la structure du visage, ce qui est permanent, pour essayer de comprendre la destinée, le potentiel. Et de l'autre côté, il y a l'analyse dynamique. Là, on s'intéresse aux changements rapides, aux micro-expressions, pour décoder les émotions de l'instant, les intentions cachées. Bien, maintenant, on passe à la deuxième partie, les fondations. Qu'est-ce qui constitue un bon visage? Parce qu'avant de regarder les détails comme le nez ou les yeux, les maîtres du Mianxiang s'attardent sur deux choses, deux piliers absolument essentiels. Le premier pilier, c'est la vitalité. Alors ça peut surprendre, mais un visage avec un peu de chair est préféré à un visage trop maigre. Pourquoi? Parce que ça symbolise l'énergie, la bonne fortune, l'abondance. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre. La symétrie entre la gauche et la droite du visage, c'est crucial. Un visage bien équilibré, ça suggère que l'énergie vitale, le fameux Qi, circule de manière fluide. Et ce qui est fou, c'est que ces deux points sont plus importants que tout le reste. La source le dit très bien, je cite. Oubliez tous les bons et les mauvais traits. Si vous avez de la chair et le nombre d'or, on peut déjà dire que vous obtenez au moins une note de 70 sur 100. Donc, si la vitalité et l'équilibre sont là, le reste, c'est presque secondaire. On en arrive à notre troisième partie, et on va zoomer sur un trait en particulier, la bouche. En Mianxiang, elle est associée à la communication, au plaisir, à la sensualité. Et pour la décoder, c'est assez simple. On va l'analyser sur deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Commençons par l'axe vertical, c'est-à-dire l'épaisseur des lèvres. La lèvre supérieure, c'est l'émotion, le romantisme. La lèvre inférieure, c'est le désir physique, la sensualité. Du coup, si la lèvre du haut est plus épaisse, ça suggère une personne qui valorise avant tout l'émotion. À l'inverse, si c'est la lèvre du bas qui est plus charnue, eh bien là, c'est le désir physique qui prime. Maintenant, la question pratique. Comment on sait si on a une grande ou une petite bouche? Il y a une astuce toute simple, c'est le test de l'iris. Il suffit de se regarder droit dans un miroir. Ensuite, on imagine deux lignes verticales qui partent du bord intérieur de chaque iris. Si les coins de la bouche touchent ces lignes, la taille est moyenne. Si ça dépasse, elle est considérée comme grande. Et si ça n'atteint pas les lignes, elle est petite. Et donc cet axe horizontal, la taille, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, une grande bouche est associée à la générosité, à l'ambition, au courage, à un côté sociable. Une petite bouche, au contraire, est plutôt liée à une ambition plus modeste, une nature plus discrète, plus tournée vers la maison. Allez, quatrième partie, on arrive au plus croustillant. Sexy, ambitieux ou casanier, c'est maintenant qu'on va combiner l'épaisseur des lèvres et la taille de la bouche. Et c'est là, en croisant ces données, que des profils vraiment intéressants se dessinent. Alors, regardons concrètement. Une bouche à la fois grande et épaisse. Là, on a le combo sexy et ambitieux. Si elle est grande, mais avec des lèvres fines, on a quelqu'un avec de grands objectifs de carrière, mais qui met un peu la sensualité de côté. Une bouche petite et fine. Ça, c'est le profil qu'on associe à la femme ou au mari au foyer. Et pour finir, petite mais épaisse, là, ce serait quelqu'un de sensuel, mais avec une ambition plus modeste. La source va même plus loin, avec une observation qui peut sembler un peu stéréotypée. Elle dit, et je cite, « Les Européens du Nord ont tendance à avoir les lèvres fines, tandis que les Européens du Sud ont tendance à avoir les lèvres plus épaisses. C'est pourquoi les gens d'Espagne et d'Italie sont plus passionnés. » Bon, il est important de préciser que c'est une interprétation qui vient de cette tradition, ce n'est évidemment pas une affirmation scientifique. Tout ça nous amène à notre dernière partie et à une question de fond. Le visage, est-ce une carte ou un miroir? Autrement dit, si notre visage révèle tant de choses, est-ce que ça veut dire que tout est joué d'avance? La réponse du Mianxiang est vraiment intéressante là-dessus. Parce que non, le visage n'est pas du tout considéré comme quelque chose de figé. Bien au contraire, c'est une toile qui change tout le temps. À mesure qu'on vieillit,
Notre vécu, nos choix, l'évolution de notre caractère, tout ça vient s'inscrire, se graver sur notre visage. En fait, il évolue avec nous. Et donc pour conclure, la question reste ouverte. Est-ce que notre visage est une carte, un destin prédéfini qui nous dit où on va? Ou est-ce que c'est plutôt un miroir qui évolue avec nous et qui reflète simplement qui on est à chaque étape de notre vie? C'est peut-être ça finalement, toute la sagesse de cet art millénaire.